Bonjour et bienvenue, je suis Marc Auberon et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire Santé et environnement, un zoom sur la qualité de l'air intérieur, co-organisé par la direction des services et la direction développement durable du groupe Vive. Alors pour tous ceux qui nous suivent et qui nous ont rejoints en ligne, n'hésitez pas à réagir en posant vos questions ou en nous partageant vos commentaires sur le chat. Dès les premiers échanges avec les invités, nous reprendrons vos questions dans une quarantaine de minutes pour un échange avec nos intervenants. Alors pour ce webinaire, j'aurai le plaisir d'échanger d'ici quelques instants avec Philippe Perrin, éco-infirmier et fondateur de l'IFSEN, Institut et formation en santé environnementale, Sophia Temam, épidémiologiste, chercheur en santé publique au sein de la fondation d'entreprise MGEN pour la santé publique, et Isabelle Trussico-Malinge, animatrice et formatrice en santé environnementale, conseillère médicale en environnement intérieur. Pour débuter ce webinaire, je vous propose de découvrir une interview de Stéphane Junique, président du groupe Vive. On regarde. Stéphane Junique, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Vive. Le groupe Vive se préoccupe de santé publique. De quoi s'agit-il ? À la lumière de la crise sanitaire que nous vivons, il est urgent de revoir notre conception de la santé vers une approche qui soit une approche beaucoup plus globale. Car nous ne le dirons jamais assez, la santé dépasse de loin les seules questions d'organisation des soins. Au fond, l'amélioration de l'état de santé, elle transcende la situation individuelle de chacun d'entre nous et en fait, elle se joue au sein de nos environnements qui sont nos environnements familiaux, professionnels, sociaux et culturels. Elle met en jeu ce que l'on appelle un peu pompeusement, mais qui est une réalité, les domaines bio, psychosociaux et environnementaux. Bref, la santé porte une dimension sociale forte qui vise à prendre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire à saisir la personne dans sa position au sein de la société. Car la santé de chacun d'entre nous est profondément déterminée par nos conditions de vie. La santé est donc un phénomène social, mais plus encore un phénomène collectif, car elle est certes l'affaire de chacun, mais la responsabilité individuelle ne saurait masquer à quel point la santé de chacun est le produit de nos choix de société et de notre vie collective. L'approche globale de la santé oblige donc à prendre en considération cette dimension collective, qu'il s'agisse de la lutte contre les épidémies, de la prévention, grâce notamment à la vaccination ou encore aux campagnes de dépistage notamment, mais aussi de notre action sur les déterminants de santé ou les comportements à risque liés au rapport à la santé de certaines populations et de certains groupes. Et qu'est-ce que la santé environnementale et comment les entités du groupe Vive agissent-elles dans ce domaine ? Nous le savons désormais, nous sommes au bord du précipice climatique. Nous n'éviterons pas la hausse de température de 1,5 degré. Tous les scénarios étudiés, en particulier dans le 6e rapport du GIEC, y convergent à plus ou moins brève échéance. La réponse à cette certitude ne consiste pas à s'en alarmer, mais à s'en protéger. Puisque le dérèglement du climat est un risque social qui menace directement la santé humaine, il importe de bâtir une véritable protection sociale écologique qui permette de mutualiser ce risque inédit et ainsi de l'atténuer. Cela signifie très concrètement, par exemple, de renforcer nos protections collectives contre les canicules qui constituent historiquement et prospectivement l'une des menaces climatiques les plus lourdes pour notre société. Aussi, agir sur les facteurs environnementaux permet de prévenir, préserver et améliorer l'état de santé de la population en améliorant la qualité des eaux, de l'air, des sols, en se protégeant du bruit tant à l'extérieur que dans les espaces clos que sont les bâtiments, en améliorant la qualité de l'air intérieur et en luttant contre l'insalubrité, les expositions au plomb ou aux fibres d'amiante. Lorsque le groupe Vive a participé à la consultation visant à définir le plan national santé-environnement 4, nous nous sommes rendus compte du foisonnement d'initiatives portées par les différentes maisons du groupe dans ce domaine. Gestion des déchets, sensibilisation aux dangers des perturbateurs endocriniens, alimentation saine, prévention des risques liés à la lumière bleue des écrans, exposition au bruit, qualité de l'air intérieur, etc. Ainsi, 43 structures, petite enfance de Vive 3, ont un projet pour maîtriser l'usage des produits ménagers. La MNT a édité un guide de bonnes pratiques sur ce même sujet. Harmonie Mutuelle a développé un webinaire et des réunions d'information pour les jeunes parents, un environnement sain pour mon enfant. Et MGEN propose des quiz de serious games sur les bonnes pratiques chez soi. Bref, le groupe Vive fait de la santé environnementale un engagement qui aura vocation à être davantage porté demain. Justement, pourquoi avoir priorisé le facteur environnemental, qualité de l'air intérieur ? Pour une raison simple, c'est que nous passons la plus grande partie de notre temps dans un espace clos.
C'est pourquoi il est important d'être attentif à la qualité de l'air à l'intérieur de nos bâtiments, de nos bureaux, de nos logements, car outre les polluants apportés par l'extérieur, de nombreuses substances peuvent être émises à l'intérieur des locaux, notamment par les matériaux de construction, d'ameublement et de décoration, l'école, les appareils à combustion, les animaux et les diverses activités humaines. Je pense en particulier au tabagisme ou encore aux activités de cuisine et d'entretien ou encore de bricolage. Ces polluants peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, telles que l'asthme, les allergies respiratoires, l'irritation du nez et des voies respiratoires, et certaines substances peuvent également avoir un effet cancérigène. Ces questions sont des questions importantes et c'est pourquoi, après une consultation des différentes maisons du groupe, au regard des multiples confinements que nous avons vécus tout au long de l'année 2020 et qui ont questionné la façon de vivre dans des lieux clos, il nous a semblé important d'évoquer les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'agir sur ce facteur environnemental souvent négligé et de mettre en avant les réalisations des entités du groupe Vive. Je pense bien évidemment à la promesse de logement santé du groupe Arcade Vive. Je pense également aux nombreuses actions des mutuelles, comme des ateliers nesting destinés aux jeunes parents, les conférences et les outils de sensibilisation destinés aux adhérents, ou encore l'accompagnement des décideurs pour prévenir des risques chimiques dans la fonction publique territoriale, mais aussi les initiatives portées dans les établissements de Vive 3, notamment nos crèches mutualistes, qui ont recours à des produits de ménage écolabellisés, qui aèrent régulièrement les espaces, notamment destinés aux enfants, et puis le choix que nous avons de choisir des mobiliers répondant aux normes NF Environnement. Autant d'exemples sur la manière dont concrètement nous agissons. Pour conclure, quel message souhaitez-vous faire passer aux participants de ce webinaire ? L'importance des enjeux environnementaux et de leur impact sur la santé. Le groupe Vive essaie de faire bouger les lignes à son niveau, tant en s'impliquant auprès des pouvoirs publics que localement auprès de nombreux acteurs. Je pense à l'action que nous menons avec les collectivités territoriales, avec des acteurs associatifs, les entreprises clientes du groupe. Au niveau individuel, il est aussi important que ce webinaire vise à vous informer de l'importance d'agir sur votre qualité de l'air, à vous apporter des solutions concrètes pour adopter des gestes simples. Nous mettrons à disposition de nombreuses sources, des outils sur notre site internet et le lien d'accès sera affiché à la fin de ce webinaire. C'est pourquoi nous agissons avec vous, pour vous, car le sujet de la santé environnementale et de la qualité de l'air intérieur est central pour notre santé. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci. Alors on entend bien la prise de conscience des enjeux environnementaux et de leur impact sur notre santé. Stéphane Jeunig vient d'évoquer le plan national santé-environnement 4. Je vous propose de découvrir une autre vidéo du ministère de la Transition écologique présentant ce plan interministériel. On regarde.
Alors, dans le cadre du plan national santé-environnement 4, les ministères de la transition écologique, des solidarités et de la santé ont créé l'outil Reco-Santé afin d'aider les citoyens à connaître leur environnement direct et leur donner les moyens d'agir pour protéger leur santé. Donc n'oubliez pas, vos questions et vos commentaires sont les bienvenus sur le chat et les outils présentés dans ce webinaire dont nous parlons seront disponibles sur le site internet dès demain à partir de l'URL indiquée en fin de webinaire. Et quand je dis dès demain, c'est vendredi pour être précis, c'est ce vendredi, pardon. Philippe Perrin, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je vous ai présenté comme éco-infirmier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un éco-infirmier ? C'est un infirmier low cost, en fait, qui fait du soin pas cher. Non, je plaisante. C'est un infirmier qui travaille sur les sujets de santé environnementale, justement, donc qui essaye d'améliorer la prise en compte de l'environnement auprès des patients, par exemple, mais aussi des populations qui sont en bonne santé pour leur permettre de mieux aménager cet environnement, de mieux prendre en compte cet environnement pour qu'il retentisse de façon favorable sur l'épanouissement de leur santé. Et alors, sur le sujet, et pour qu'on se fasse une bonne idée, quelle quantité d'air inhale-t-on en une vie ? Alors, avant de parler de l'air, la quantité d'air qu'on inhale en une vie, peut-être juste une réflexion déjà sur justement cette quantité d'air qu'on inhale et la qualité de cet air, en quelques mots. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de boire une eau qui serait souillée par les déjections de nos congénères, par des rejets industriels ou que sais-je. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour l'air. On a l'impression que l'air qu'on respire est un air pur, mais je ne voudrais pas vous décevoir, mais l'air qu'on est en train de respirer, par exemple ici sur ce plateau, ou les personnes qui nous écoutent ici, sont en train de respirer un air qui est un cocktail de ce que toutes sortes d'activités vont pouvoir produire en termes de pollution. Et même ce qui sort de nos poumons va être inhalé par nos congénères qui sont à côté. Donc j'inhale déjà un petit peu l'air qui est passé dans les poumons de chacun d'entre nous ici. Ça donne une furieuse envie de ventiler dans ces conditions. Et c'est vrai que c'est un point très important parce que on respire un air qui contient à peu près 20% d'oxygène, pour faire simple, et on rejette encore 16% d'oxygène, ce qui nous permet de pouvoir quand même survivre dans ces circonstances et de pouvoir faire du bouche à bouche sans vouloir faire mourir quelqu'un, par exemple. Donc cet air qu'on inhale, il faut bien comprendre aussi, c'est un point important, on ne peut pas le choisir. On dit qu'on ne choisit pas l'air que l'on respire, c'est-à-dire qu'on doit respirer l'air qu'on respire là dans la pièce dans laquelle on est. Et ça joue un rôle très important parce qu'il faut travailler en amont pour limiter les expositions aux polluants qui, de toute façon, seront présents dans notre environnement quotidien. Alors, quand on parle de la quantité d'air inhalé en une vie, on peut regarder, par exemple, ici, on inhale à peu près 380 tonnes d'air en une vie. Alors, on parle en poids, parce qu'ici, effectivement, l'air, c'est un certain poids. On parle de la pression atmosphérique. Quand on compare ça, par exemple, à la quantité de liquide qu'on ingère, c'est 100 tonnes de liquide, 100 000 litres de boisson en une vie. Certains plus que d'autres. Et puis aussi sur l'alimentation, 70 tonnes de nourriture. Donc c'est des quantités gigantesques d'environnement qui passent sur notre système digestif, mais plus encore des quantités gigantesques d'air qui passent sur notre système respiratoire. Donc on peut bien comprendre que cette mauvaise qualité de l'air va retentir aussi directement ou indirectement sur notre santé. Et puis il faut considérer aussi un autre aspect, c'est que nous avons une grande diversité des environnements dans lesquels nous passons du temps. Et nous passons l'essentiel de notre temps, on aura l'occasion d'en reparler, dans des locaux. Et dans ces locaux, malheureusement, la qualité de l'air est la plupart du temps bien plus mauvaise qu'à l'extérieur. Et il est intéressant de faire ce budget espace-temps-activité pour évaluer le niveau d'exposition auquel on est soumis par des polluants. Donc regarder dans quel environnement nous passons du temps, et que ce soit dans les transports, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les lieux bien sûr de travail, mais aussi chez soi. Et on voit très bien sur le graphique qui était présenté que le tiers de notre temps, nous le passons dans une chambre à coucher. Donc la qualité de l'air dans une chambre à coucher sera un point évidemment très important, bien sûr. Même si on y passe, il y a aussi l'idée de l'activité, on y passe une activité normalement de sommeil qui est peut-être peu propice à inhaler des quantités importantes d'air. On peut faire d'autres choses aussi dans une chambre à coucher, dans quel cas l'activité permettra d'augmenter très sensiblement la quantité d'air inhalé. Mais au final, et quand on compare ça avec ce que respire un enfant très très jeune, on se rend compte qu'un enfant va passer l'essentiel de son temps dans les premières années alors qu'il est particulièrement sensible, avec une qualité de l'air dans sa chambre qui sera déterminante pour l'avenir de sa santé respiratoire. Oui, donc ça montre effectivement qu'il faut avoir une attention particulière à ça. Comment fonctionne notre appareil respiratoire ? Alors c'est une mécanique très complexe, mais pour la présenter de façon assez simple, je vais m'arrêter simplement sur les voies aériennes supérieures. On a un air qui, avant d'entrer dans nos poumons, doit être préparé. Alors il est préparé par quoi ? Par un système de filtration, un système d'humidification et de réchauffage de cet air. Et ces systèmes, c'est extrêmement élaboré. On a au niveau des fosses nasales un radiateur, un humidificateur, un aspirateur cyclonique
et un papier tue-mouche. Alors ça fait un peu bizarre ce que je vous raconte. Pourquoi ? Parce que l'air qu'on inhale va pénétrer dans nos voies respiratoires supérieures et on a des replis osseux au niveau des voies respiratoires qui vont provoquer des phénomènes de turbulence extrêmement importantes. Et les particules un peu massives vont être soumises à la force centrifuge et vont venir se coller, se précipiter en fait sur le papier tue-mouche. Et ici le mucus. Ce mucus, vous connaissez le mucus, ce mucus va s'évacuer ensuite soit vers la gorge, soit vers le nez. Et ce sera donc le système qui va permettre d'améliorer très sensiblement la qualité de l'air que l'on respire. Alors, bien évidemment, ce système a ses limites, puisque si on inhale certains types de toxiques, ils sont malheureusement capables de descendre, de traverser ce mucus, d'aller détruire les cellules ciliées qui permettent l'évacuation de ce mucus. C'est ce qui se passe chez les fumeurs, par exemple, qui, du fait de l'exposition à des toxiques dans la fumée de cigarette, vont dégrader leur capacité de mouvoir ce mucus et donc vont devoir tousser pour compenser cette perte des cellules ciliées. Donc on a ici un système respiratoire qui va filtrer l'air. Les poils du nez n'ont qu'une fonction de filtration extrêmement limitée. Après, on a un système qui va permettre aussi l'humidification et le réchauffage de cet air. D'abord, l'humidification par la présence de mucus, donc qui va humidifier en très grande quantité l'air que nous inhalons. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la présence de vaisseaux sanguins qui sont à fleur de tissus au niveau des fosses nasales. On le sait, on saigne facilement du nez. Ça va jouer véritablement un rôle de radiateur. Donc, l'air qui va rentrer dans nos poumons sera humidifié, préchauffé, et en plus en grande partie filtré. Alors filtré malheureusement pas toujours complètement, puisque certains polluants peuvent malheureusement franchir ces capacités de filtration et aller jusque dans le fond des alvéoles pulmonaires pour créer malheureusement des dégâts, voire éventuellement passer dans la circulation sanguine. Merci d'avoir bien imagé cette question. Pourquoi le système respiratoire des plus jeunes est immature ? Alors, il est immature tout simplement parce qu'il a été constitué dans un environnement qui est très différent de celui dans lequel le système respiratoire va vivre. Pendant 9 mois de vie intra-utérine, le système respiratoire est constitué dans un environnement liquide. Donc on passe d'ailleurs à la naissance d'un milieu liquide à un milieu aérien. Et un organe doit prendre le relais, un organe stratégique, ce sont les poumons. Or, les poumons sont construits donc sous l'eau, véritablement, pendant 9 mois. Et forcément, le tout début du fonctionnement du système respiratoire, c'est quand on coupe le cordon ombilical, le bébé s'asphyxie et doit déplier en quelque sorte ses capacités respiratoires qui ont été méticuleusement construites pendant ces 9 mois de vie intra-utérine. C'est comme si on fabriquait dans une gigantesque piscine un appareil respiratoire extrêmement élaboré, extrêmement complexe, parce que c'est extrêmement complexe le système respiratoire. Et après ces 9 mois de construction, sous l'eau, on pose l'appareil à côté de la piscine, et là, on appuie sur le bouton « on ». Et du premier coup, le bébé va commencer à crier, va déplisser véritablement ses alvéoles pulmonaires, en quelque sorte. C'est un mécanisme extraordinaire qui comprend bien, tout à fait, que l'enfant qui, à la naissance, commence enfin à faire fonctionner ce système respiratoire, il n'avait jamais rencontré d'air, donc c'est une étape critique, effectivement très importante, mais ça montre aussi à quel point le système respiratoire ne peut pas être mature complètement avant la naissance. Et donc, on considère que de 0 à 2 ans, le nombre d'alvéoles pulmonaires qui constituent les organes d'échange véritablement entre l'air que nous respirons et le sang, ces alvéoles pulmonaires vont être multipliées par un facteur 10 et la taille de ces alvéoles pulmonaires va augmenter jusqu'à l'âge de pratiquement 7 ans. Donc, un enjeu tout à fait conséquent pour garantir une bonne santé respiratoire chez l'adulte de demain, d'avoir une bonne qualité de l'air respiré par un enfant dans son bas âge. Et qui demande effectivement une attention toute particulière. Tout à fait. Je commence à vous partager des questions, vu qu'elles arrivent au fil de l'eau, j'en profite. En période de pandémie, comment prendre au mieux soin de son système respiratoire ? En période de pandémie, comme on est ici face à un virus respiratoire, donc c'est par l'inhalation de ce virus qu'on va être exposé à cette pathologie. Donc il faut prendre soin de ce système que j'évoquais notamment au départ. Or, il faut savoir que les voies respiratoires peuvent être irritées par différents types d'agents, des agents chimiques notamment, inhalés. L'inhalation de ces agents chimiques va créer des phénomènes d'irritation de la muqueuse respiratoire qui vont favoriser en fait la pénétration, qui vont faire le lit des infections respiratoires. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter effectivement de s'exposer à des composés qui vont créer des phénomènes d'irritation. Et là-dedans, il y a toute une série de produits dont on va reparler, je pense, ensuite, sur les polluants de l'air intérieur qui sont très nombreux, qui peuvent irriter les voies respiratoires. Donc déjà, éviter d'introduire des polluants dans l'air intérieur, bien ventilé, bien aéré, on en reparlera. Et puis je ferai comme une petite parenthèse qui, à mon avis, joue un rôle important, c'est que les produits, notamment qu'on utilise aujourd'hui beaucoup sous forme de spray, on sait que les sprays favorisent
les infections respiratoires, c'est bien documenté, enfin l'asthme particulièrement. Et quand on met en forme de spray des produits désinfectants, qui sont de puissants irritants aussi, on crée quelque part une fragilisation de ces muqueuses respiratoires. Donc utiliser des désinfectants sous forme de spray en période de pandémie d'une pathologie respiratoire, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, ou en tout cas si on le fait, voilà, il faut le faire dans des conditions de bonne ventilation des locaux et faire attention à éviter l'ensemble de ces produits irritants sur les voies respiratoires. Donc une meilleure qualité de l'air est déterminante pour préparer nos poumons à mieux résister à ces phénomènes de pandémie. C'est effectivement important d'informer le public de ces points-là. Très bien, alors nous nous sommes intéressés au système respiratoire et maintenant nous allons parler de la santé et du lien avec la qualité de l'air intérieur. Sophia Temam, bonjour. Bonjour. Quand on parle de la qualité de l'air intérieur, de quoi parle-t-on exactement ? Donc, pour évaluer la qualité de l'air intérieur, par exemple d'un logement, on va prendre en compte tous les polluants présents dans cet air intérieur, donc qu'ils proviennent d'une source extérieure ou intérieure. Donc on retrouve trois grands types de polluants dans l'air intérieur, des polluants de type chimique, par exemple comme les composés organiques volatiles qui peuvent être présents dans des peintures, des colles. Donc ces composés organiques volatiles ont la particularité de s'évaporer à température ambiante et donc de se retrouver facilement, de se propager facilement dans l'air intérieur. On peut retrouver également des polluants biologiques comme les moisissures, les allergènes d'acariens ou d'animaux domestiques. Et enfin, on peut retrouver également des polluants physiques comme les particules fines ou les fibres, par exemple comme l'amiante. Et donc tous ces différents polluants, ils vont se retrouver dans l'air intérieur principalement via 4 sources. Donc on a le transfert des polluants de l'air extérieur. Par exemple les particules fines qui peuvent être issues du trafic routier. D'autres sources de pollution, donc on a les matériaux de construction, d'ameublement et de décoration du logement. Également les équipements, comme une chaudière mal entretenue peut émettre des gaz toxiques, voire mortels, comme le monoxyde de carbone. Et enfin, les occupants eux-mêmes peuvent être source de pollution via leur mode de vie ou leurs activités quotidiennes, donc le tabagisme principalement, mais également des activités de cuisson, de nettoyage ou de bricolage. Et enfin, il y a également plusieurs facteurs qui peuvent influencer la qualité de l'air intérieur, comme le taux d'humidité ou le système de ventilation, bien sûr, utilisé dans le logement. Très bien, et puis effectivement additionner, ça peut effectivement être certainement plus compliqué. Quels sont aujourd'hui, je vais plutôt poser celle-là, en quoi la qualité de l'air intérieur est aujourd'hui un enjeu de santé publique important ? Donc c'est vrai que le contexte sanitaire actuel avec la pandémie de Covid, ça a vraiment mis au premier plan l'importance de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur pour limiter les risques de transmission du virus par aérosol. Mais de manière générale, la qualité de l'air intérieur, c'est vraiment un enjeu de santé publique important. Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, ça a été évoqué, on passe entre 80 et 90% de notre temps dans des espaces clos, dont une grande partie dans les logements. Que l'air intérieur est souvent, contrairement aux idées reçues, il est souvent plus pollué que l'air extérieur. Donc on est tous concernés parce qu'on est tous plus ou moins exposés à la pollution de l'air intérieur tout au long de notre vie et aussi sans en avoir souvent conscience parce que la plupart des polluants sont invisibles à l'œil nu alors qu'ils peuvent vraiment avoir des effets négatifs sur la santé. Et quels sont les effets sur la santé d'une mauvaise qualité de l'air intérieur, en fait ? Alors, c'est très large, certainement. Oui, c'est très large. Et puis, les effets peuvent être très variés, parce qu'ils peuvent dépendre du type de polluant auquel on est exposé, de sa toxicité ou de son niveau de concentration. Ça peut également dépendre des facteurs de risque de la personne exposée, comme son âge ou son état de santé. Il faut distinguer également les effets à court terme des polluants, donc des effets qui vont se manifester rapidement après une exposition, des effets à plus long terme, donc qui se manifestent par exemple après plusieurs années d'exposition. Donc pour les effets à court terme, ils sont variés un peu. Ça va des maux de tête au vertige, à l'irritation de la peau, des yeux, etc. Par exemple, les produits, ça a été évoqué, donc les produits de nettoyage, notamment sous forme de spray, donc qui vont favoriser les risques d'inhalation, sont composés souvent de composés organiques volatiles qui peuvent avoir des effets irritants pour les voies respiratoires, allergisants.
donc provoquer des allergies chez les personnes déjà sensibilisées, mais également sensibilisant. Donc ça veut dire développer une sensibilité à des allergènes. Et donc à plus long terme, l'utilisation fréquente de sprays de nettoyage peut également favoriser le développement d'asthme. On estime qu'environ 15% des cas d'asthme chez l'adulte seraient liés à une utilisation fréquente de sprays de nettoyage. En France, ça représente environ 500 000 personnes, donc c'est vraiment pas négligeable. Pour les autres effets à long terme, donc qui peuvent être très complexes à évaluer, cependant, c'est reconnu que par exemple, les particules fines contribuent largement au développement de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et plus largement, on estime environ à 20 000 décès par an en France liés à la pollution de l'air intérieur, dont les 3/4 seraient attribuables aux particules fines. 20 000. Et notamment les particules fines qui viennent de l'air extérieur pollué. Ouais, c'est un chiffre. Oui, donc voilà. Et puis après, pour d'autres, il y a des polluants. On peut retrouver dans l'air intérieur également des polluants cancérogènes, par exemple comme le benzène. Donc souvent, on le retrouve dans les logements avec un garage attenant parce que c'est émis par les gaz d'échappement. Et également, on peut retrouver des polluants dits perturbateurs endocriniens, notamment dans les détergents ou les insecticides. Donc, ils peuvent provoquer, ils sont suspectés en tout cas de provoquer des troubles de la reproduction et du développement. Donc là, je vais dresser un peu, très rapidement, le tableau des effets en population générale, mais il faut vraiment souligner qu'il y a des personnes vulnérables face à la pollution de l'air intérieur, notamment bien sûr les personnes qui ont des pathologies chroniques comme l'asthme. Et également, par exemple, les enfants. Donc, les enfants, ça a été expliqué, ils ont un système respiratoire immature, mais en plus, ils ont peuvent avoir tendance à mettre les objets à la bouche. Donc, en plus d'inhaler la pollution, ils peuvent l'ingérer. Et on estime que la pollution de l'air intérieur dans les logements est responsable de l'explosion des allergies respiratoires en France, en grande partie responsable de cette explosion des allergies respiratoires chez les enfants en France. Parmi les autres personnes vulnérables, il y a bien sûr les femmes enceintes et les personnes âgées qui peuvent passer beaucoup de temps dans les logements. Et aussi on sait que le système respiratoire, la capacité à traiter les polluants diminue avec l'âge, donc ils sont également plus à risque. D'accord. Alors vu que j'ai partagé tout à l'heure une question qu'on a reçue à Philippe, je vais faire la même chose avec vous, qui vient d'arriver. Je pense que vous l'avez abordé, mais je ne sais pas si c'était aussi précis que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de la qualité de l'air intérieur des logements en France ? Je pense que c'est bien d'avoir une généralité. Oui, on a quelques informations, parce que l'OQAI, donc, qui est l'Office de la qualité de l'air intérieur en France, qui a été créé au début des années 2000 par les pouvoirs publics, justement pour améliorer la connaissance sur la qualité de l'air intérieur, notamment des logements, mais pas que, des écoles ou des bureaux. Donc, a mené une campagne nationale de mesures entre 2003 et 2005. Et donc, ça a permis vraiment d'avoir un état des lieux représentatif du parc de logements en France continentale. Ils ont mesuré une trentaine de polluants dans l'air intérieur et extérieur des logements. De cette campagne, les résultats intéressants, ils confirment que dans la plupart des logements, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Que dans l'air intérieur, on a vraiment des polluants spécifiques qu'on retrouve uniquement dans l'air intérieur et qui ne sont pas présents dans l'air extérieur. Et puis, sinon, ils montrent qu'on n'a pas une situation homogène du parc de logements en France sur la qualité de l'air intérieur. Donc, ils montrent qu'on a environ 10% de logements qui ont de très mauvaise qualité de l'air intérieur, donc très pollués par plusieurs polluants. Et à l'inverse, on a environ 45% des logements qui sont considérés comme ayant une bonne qualité de l'air intérieur, donc faiblement pollués. Très bien. Ouais. Alors, donc, Philippe et Sophia viennent effectivement de nous indiquer pourquoi il est nécessaire de se préoccuper de la qualité de l'air intérieur. Nous allons maintenant ouvrir la seconde partie de ce webinaire en présentant des solutions pour agir. La première sera l'application JAER, développée par le groupe Vive. Je vous laisse la découvrir. On regarde. Pour améliorer la qualité de l'air de votre logement ou au bureau, il est important d'aérer tous les jours en ouvrant les fenêtres quelques minutes, même en hiver.
Vous êtes sensible à la pollution ou allergique au pollen et vous hésitez? L'application JAER est faite pour vous. Vous aurez le niveau de qualité de l'air extérieur, pollution et pollen pour une aération efficace en tenant compte de vos sensibilités. Vous êtes allergique au pollen, vous pouvez sélectionner les pollens concernés. Ensuite, saisir votre lieu de vie ou laisser la géolocalisation le faire pour vous. L'écran principal vous dit tout de suite si c'est le bon moment pour aérer en fonction du niveau de pollution et des pollens choisis. Vous pouvez voir les polluants présents en quantité. L'unité par polluant est l'Air Quality Index mis au point par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si au moins un des polluants a une valeur supérieure à 50, alors la qualité de l'air est considérée comme mauvaise. La recommandation sera d'éviter l'ouverture des fenêtres. Chaque polluant est présenté dans une petite fiche d'information. 2 informations sur les pollens, le risque d'allergie lié aux pollens sélectionnés, ainsi que les pollens présents sur la zone saisie. À tout moment, il est possible de voir les prévisions pour le reste de la journée. Donc l'application est téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store et bientôt sur Android. Donc n'oubliez pas effectivement de continuer à commenter ou à poser vos questions. Les outils dont nous parlons dans ce webinaire seront disponibles sur le site internet dès vendredi, je le rappelle, à partir de l'URL qui sera indiquée à la fin du webinaire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Voilà. Quand on parle de qualité de l'air intérieur, de quoi parle-t-on ? Alors, il y a des choses qui ont déjà été évoquées précédemment par Philippe et par Sophia. Quand on commence à se préoccuper de qualité de l'air intérieur, eh bien, on regarde qu'est-ce qui se passe dans l'air intérieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on respire, quels gaz potentiellement irritants, voire toxiques sont dans notre air, quels cocktails, quelles substances, quelle concentration. Voilà, donc on s'intéresse de près à ce qu'on respire. Et effectivement, dans la mesure où on passe une grande majorité de notre temps dans des espaces fermés, clos, dont le logement, qu'on respire beaucoup de litres d'air, ça a été dit par Philippe, et que on est bien obligé de respirer, on n'a pas le choix, donc ça concerne tout le monde. Et bien effectivement, quand on parle de qualité de l'air intérieur, on regarde précisément ce qui se passe. Sophia a dit, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a fait une campagne nationale en 2005. Ils sont actuellement en train d'en refaire une deuxième d'ailleurs, pour apprendre un petit peu, parce qu'en fait on s'en est préoccupé assez tard finalement de la qualité de l'air intérieur. On s'est préoccupé beaucoup plus tôt de la pollution atmosphérique. Peut-être parce que c'était plus visible et que les polluants de l'air intérieur sont effectivement une pollution finalement assez invisible. On peut la sentir, mais finalement on ne la voit pas tellement. Et la première campagne nationale logement de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a fait ressortir par exemple qu'on retrouve du formaldéhyde, qui est un gaz irritant qui est émis par des matériaux, par plein de produits en fait. Des matériaux de construction, des cols, des vernis, des peintures, des meubles, des cosmétiques, enfin voilà, c'est utilisé massivement par l'industrie. Eh bien 100% des logements ont du formaldéhyde dans l'air, plus ou moins bien sûr, en fonction de nos pratiques, en fonction de ce qu'on a à la maison, de nos ameublements, etc., de nos équipements. Mais on retrouve 100% de formaldéhyde dans les logements. C'est un gaz irritant qu'il est préférable de ne pas trop respirer. On retrouve 100% de benzène aussi. Alors là, on est quand même sur un gaz un peu plus méchant. Bon, voilà. Alors, il ne faut pas s'affoler non plus. Il y a plein de leviers d'action, justement. On peut faire plein de choses à la maison pour diminuer notre exposition. Mais voilà, la qualité de l'air intérieur, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu, au même titre que la pollution atmosphérique. C'est un enjeu majeur de santé publique. Et puis, pour toutes ces raisons. Pour retenir, je pense, une bonne qualité de l'air intérieur, et ça doit aussi passer par de l'information, comme vous dites, qui doit être certainement répétée. Tout à fait. Et répéter. Tout à fait. Je crois qu'on va rappeler plusieurs fois sur ce plateau aération, ventilation. Je vais en parler un peu plus loin, je crois. Oui, on peut vraiment répéter ces messages parce que c'est important que ce soit bien intégré par tout le monde parce que ça concerne tout le monde de toute façon. Alors justement, en parlant on va prendre un exemple. L'un des problèmes que l'on peut rencontrer à la maison, c'est l'humidité. Quelles sont les conséquences d'un logement trop humide ou pas assez ?
Oui, l'humidité, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre malheureusement beaucoup dans pas mal de logements. Encore une fois, pour citer cette étude de 2005, 37% des logements observés il y a quelques années avaient un problème d'humidité et donc en conséquence un problème de moisissure. L'humidité, c'est quoi? C'est un taux de vapeur d'eau trop important dans l'air, trop important. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'hygrométrie. Un bon taux d'hygrométrie à la maison, il doit se situer entre 40 et 60%. 40%, on est sur un air trop sec. Voilà, alors c'est pas la catastrophe, mais c'est pas non plus très confortable. Ça peut être irritant, voilà, pour les yeux, pour le nez, pour la gorge. Les porteurs de lentilles s'apercevront assez rapidement que l'air est trop sec, parce que c'est très inconfortable. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, quand on commence à être sur un peu plus de 60%, alors ça dépend aussi où on habite. Et puis, ça dépend du temps, bien sûr. Si on est sur un temps pluvieux ou un temps orageux, le taux d'hygrométrie va un petit peu varier. Ceci dit, si avec un petit hygromètre à la maison, on s'aperçoit qu'on a un taux supérieur à 60-65% en permanence à la maison, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'humidité. Et malheureusement, l'humidité dans une maison, c'est un vrai fléau parce que ça va entraîner plusieurs problèmes. Déjà, ça entraîne une dégradation du bâtiment, hein, forcément. Ça peut entraîner une dégradation des matériaux. Voilà, ça abîme le logement, si je puis dire. Hein, donc ça, c'est une première chose. Et puis après, l'humidité, on sait très bien aujourd'hui que ça va favoriser le développement de certains polluants biologiques et aussi l'émanation de certains polluants chimiques. Sophia a parlé des composés organiques volatiles. Quand vous avez un taux d'hygrométrie, une humidité trop importante dans le logement, eh bien vos peintures, vos meubles, votre parquet, votre moquette, etc., vont être plus émissives vont dégrader en fait encore une fois le matériau. Et donc on a les COV, donc ces substances chimiques très volatiles à l'air ambiant qui vont passer plus facilement dans l'air. Et donc on va se les respirer plus fortement. Il va y en avoir plus dans l'air et donc ça peut être potentiellement beaucoup plus irritant. Et alors au-delà de l'humidité, est-ce qu'il y a d'autres facteurs dont il faut se préoccuper dans le logement ? L'humidité, c'est quand même un gros point qu'on retrouve pas mal, voilà, malheureusement. D'autres points dont il faut se préoccuper, je vais un petit peu redire ce qui a été dit, mais c'est pas grave, on va se répéter aujourd'hui. On a dit qu'il fallait répéter les choses. Voilà, ça fait partie, aération, ventilation. Ouais. Deux paramètres absolument fondamentaux pour une bonne qualité de l'air à la maison. Alors, si j'ai le temps, je veux bien préciser, parce que souvent il y a une confusion, et c'est tout à fait légitime, entre aération et ventilation. L'aération, c'est pas compliqué, c'est on ouvre la fenêtre. Ouais. D'une façon bien précise pour que ce soit efficace. Les recommandations officielles, c'est 5 à 15 minutes, pas la peine d'aérer plus longtemps, ça ne sert à rien. Au minimum 2 fois par jour, on ouvre en grand les fenêtres, on fait comme un grand courant d'air, si vous voulez. L'idée, c'est de renouveler l'air et de chasser tous les polluants, tous ces COV, tout ce qu'on aura accumulé et concentré dans l'air. L'idée, c'est vraiment de tout chasser, l'humidité avec, d'ailleurs, bien sûr. Donc, 5 à 15 minutes, ça suffit, c'est pas la peine de faire plus longtemps. En revanche, plusieurs fois dans la journée, 2 fois minimum. Si on fait plus, tant mieux. C'est d'autant plus intéressant de le faire plusieurs fois dans la journée. Ça, c'est l'aération, c'est tous les jours, même s'il pleut, même s'il fait froid, même si on est en hiver. Tous les jours, voilà. Minimum. L'été, on peut faire 15 minutes. L'hiver, si on n'a pas trop envie d'avoir le vent frais qui rentre dans la maison, on fait 5 minutes, ça suffit. Mais l'idée, c'est vraiment de balayer l'ensemble de la maison pour que l'air neuf rentre. Ça, c'est l'aération. Et puis la ventilation, c'est ce qui vient compléter l'aération. Puisqu'aujourd'hui, on sait que l'aération, ça ne suffit pas. Donc, c'est important d'avoir une VMC, un système de ventilation qui vient compléter notre pratique d'aération. Un système de ventilation fonctionnel et efficace, c'est des grilles d'entrée d'air aux fenêtres qui vont permettre à l'air neuf de l'extérieur de rentrer, de circuler dans la maison et de se charger en polluants, et des bouches d'extraction d'air dans les pièces humides qui vont aspirer cet air qui s'est baladé dans la maison, cet air vicié. Voilà, il doit être aspiré dans les pièces humides. Alors, généralement, on a une bouche dans la salle de bain, dans les toilettes et parfois dans la cuisine. Et tout ce système doit être opérationnel, fonctionnel, en permanence. Ça doit marcher en permanence pour que tout ça, qu'il y ait un renouvellement d'air permanent dans la maison. Voilà. Ouais, donc ça demande une certaine attention. Alors j'allais vous demander 3 conseils simples et faciles à retenir. Vous en avez donné un. Je ne sais pas s'il y en avait 3 dans le 1. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, donc aération, ventilation, ça on a bien compris. On a bien compris, c'est indispensable. Voilà. C'est très 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 important.
L'autre point de vigilance, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'humidité. Alors, humidité, chauffage. Voilà. Quand on a un souci d'humidité à la maison, il faut essayer de trouver la source, c'est le cas de le dire, du problème. Donc, est-ce que c'est un problème de comportement à la maison? J'entends. Alors, c'est pas pour mettre le doigt sur des comportements, mais le linge qui sèche à l'intérieur de la maison, ça ramène de l'humidité. Beaucoup de plantes à l'intérieur de la maison, ça ramène de l'humidité. Des douches ou des bains trop longs, peut-être aussi. Voilà, tout ça, mine de rien, ça plus ça plus ça plus ça peut générer un taux d'hygrométrie un petit peu fort. Voilà. Donc, quand on a une pièce un petit peu humide, on chauffe. Voilà, hein. On aère bien. On s'assure que le système de ventilation fonctionne bien et on chauffe. Voilà, donc humidité, chauffage. L'idée aussi, c'est d'essayer de ne pas avoir trop d'écart de température entre des pièces. Une pièce à 18 et une pièce à 25, ça ne fait pas forcément bon ménage. Donc aération, ventilation, chauffage, humidité. Et puis je dirais, le troisième pilier pour une bonne qualité de l'air à l'intérieur de chez soi, eh bien, c'est limiter les sources de polluants à la base. Mais oui. Si nous, on introduit moins de polluants dans l'air de la maison, voilà, forcément, c'est un air plus sain qu'on va respirer. Sophie a parlé de produits chimiques, je pense qu'on va en reparler après. Il y a différentes sources de produits chimiques qui vont émettre plein de choses dans la maison. On n'y pense pas toujours. Les produits ménagers, on fait le ménage, on croit bien faire, on se dit chouette, la maison est propre, ça sent bon, j'ai bien nettoyé. Et bien en fait, on a peut-être nettoyé, mais on a peut-être complètement repollué l'air en fonction des produits qu'on aura utilisés. Donc attention aux chimiques, hein, ça peut être donc les produits ménagers, les cosmétiques, les matériaux de bricolage, de rénovation, de décoration. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être émissives, surtout quand elles sont neuves. Hein, quand ces produits sont tout neufs, forcément, c'est là que ça émet vraiment beaucoup. Et puis après, il y a tous les parfums, tous les sprays voilà, qu'on peut rajouter. On croit bien faire. On fait brûler une petite bougie, un petit bâton d'encens, un petit papier d'Arménie. On se dit c'est bien, ça va purifier mon air. Pas du tout. Ça va malheureusement le recharger en composés organiques volatiles. Ouais, ça va important de le dire, ça. Oui, ça va créer des gaz irritants, voire toxiques. Ça va ramener des particules fines. Voilà. Donc attention aux chimiques. Et puis après, il y a tous les allergènes biologiques dont on a parlé. Moisissures, acariens, qui se développent quand l'humidité leur est favorable. Voilà. Et tous ces allergènes, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. Bien sûr. Alors tout à l'heure, on a parlé d'avoir une attention toute particulière pour les plus jeunes. Donc je prends du coup une question qui vient effectivement d'arriver. Nous allons être parents dans quelques mois. Quels sont vos conseils pour la préparation de la future chambre de notre bébé? Ouais, alors ça c'est un sujet super important. Je pense que c'est un sujet. C'est bien qu'on en parle. Sophia et Philippe en ont déjà parlé tout à l'heure. Effectivement, les publics vulnérables en santé et environnement, on est très attentifs à ces publics bébés, femmes enceintes, jeunes enfants, et puis aussi personnes évidemment qui ont déjà une sensibilité respiratoire ou une pathologie qui fait qu'ils sont plus sensibles. Alors la chambre de bébé, idéalement. Après, on fait ce qu'on peut, hein, je sais bien, c'est pas toujours facile. Mais idéalement, on la prépare plusieurs semaines avant l'arrivée de bébé. Hein, au moins un mois avant. Le lit neuf, le matelas allongé neuf, la peinture neuve, les joujoux neufs, les peluches neuves. Très bien. Mais l'idée, c'est de les faire dégazer. C'est pas très joli de dire ça, hein, mais idéalement, c'est important que quand le bébé rentre dans la chambre, il y ait un maximum de choses, de produits qui soient déjà partis, hein, qui aient déjà émis leur composés organiques volatiles avant que bébé arrive, parce que sinon c'est lui qui va respirer tous ces produits neufs, tous ces matériaux neufs, donc c'est problématique. Voilà, c'est potentiellement problématique pour sa santé respiratoire. Donc on prépare le plus en amont possible la chambre de bébé. On peut aussi récupérer des choses de seconde main, pourquoi pas, si le produit est encore en bon état. Le lit, le matelas allongé, enfin des choses qui auront déjà servi, eh bien ils auront déjà émis leurs composés organiques volatiles et du coup, voilà, on se resserre de choses qui sont déjà pratiquement dépolluées, entre guillemets. Ça peut être une solution. Très bien. Beaucoup d'informations enregistrées. Donc Isabelle vient de nous décrire effectivement les missions des CMEI. Nous allons maintenant voir comment se déroulent des visites à domicile grâce à Virginie Nicolo, CMEI au sein du pavillon de la mutualité établissement de santé de Vive-3. C'est vraiment pas beau. Et en plus, c'est tout mou. Les moisissures peuvent provoquer des allergies, être irritantes ou être toxiques. Donc il va falloir savoir quel cocktail on a.
Si je résume ce que vous m'avez envoyé par mail et dont vous avez fait part au médecin, c'est un problème de toux que vous avez dans le logement, et particulièrement dans la salle de bain, c'est ça? Oui. Vous êtes suivi par un allergologue ou c'est le médecin qui vous donne C'est ça? le médecin. C'est d'accord. Et les traces de moisissure dont vous me parlez dans la salle de bain, elles datent de quand? Depuis 2 ans et demi. Si j'ai bien compris, il y a une infiltration via la VMC, réparation du toit, vous êtes en conflit d'assurance, ça j'ai compris. Du coup, il n'y a pas eu du tout de travaux de fait à l'intérieur de la salle de bain. Non. Ça fonctionne déjà, hein? L'objectif, c'est que ça tire. Donc, de temps en temps, si vous n'êtes pas sûr, une feuille à 4. Même si c'est des polluants, que ça reste pas ici et que ça sorte. Allez, on a 68% d'humidité dans la pièce. La norme, elle est 45-55. Je vous laisse derrière l'ensemble des produits à éviter quand on a des pathologies respiratoires. D'accord? L'objectif, c'est de savoir si ces moisissures peuvent expliquer la toux de la patiente, que le médecin soit au courant dans le suivi de son patient surtout. Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir le placard? Alors, faites pas attention. Hein. Non, mais je ne fais pas attention, je mets juste un capteur dedans. 0,61, on est au-dessus des normes recommandées. Donc il faudra continuer, dès que vous ouvrez, vous aérez l'intérieur du placard. Est-ce que vous faites le ménage avec un aspirateur? Je vous pose cette question parce que notre métier il a été créé à la base à cause ou grâce à un aspirateur qui était stocké chez une patiente dans une cave où il y avait eu un dégât des eaux et des moisissures. Bonjour, Virginie Dicoulot. On rentre? Oui, écoutez. Des fumeurs dans la maison? Non. Non. Des plantes vertes dans la maison? Oui. Alors, Ok, un spathiphyllum. exactement. Pour que les plantes soient dépolluantes, il faudrait couvrir les 3/4 de votre pièce avec des plantes. Oui, mais c'est par principe pour avoir un peu de verdure. Alors ça, c'est autre chose. Ce que vous allez avoir là, ça va être des moisissures aussi. Ah, d'accord. Donc faire attention. Et il y a des plantes qui provoquent des allergies. C'est vous qui les avez fait poser? Oui, en même temps que les travaux juste avant d'aménager. Ils vous ont mis des entrées d'air? Aucune idée. Non, je pense non. pas. Donc là aussi, pas d'entrée d'air? Non. Vous aurez beau aérer, vous n'aurez pas la même qualité que quand vous ventilez aussi. Ouais. Vous devez avoir des entrées d'air qui permettent de choper de l'air extérieur et de le ramener dans la maison, Ouais. qui se chargent des polluants, qui se chargent de l'humidité et qui est évacuée dans les pièces humides. Si vous enlevez le poumon de votre maison, elle ne respire pas. L'objectif, c'est que chaque personne puisse avoir affaire à notre service, qu'il ait une couverture mutuelle, qu'il soit cadre, salarié. Dans une journée, on passe de la caravane au château. Il faut qu'on puisse offrir le service à toutes les populations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau de la qualité de l'air intérieur. Une prise de conscience des pouvoirs publics, des gens du bâtiment, des professionnels de santé de partout. Il faut que ça soit une concertation globale. Alors, pour une visite à domicile, le recours ou l'accès au service d'une conseillère médicale en environnement intérieur, donc CMEI, ce que j'ai utilisé comme terme tout à l'heure, nécessite une ordonnance d'un médecin. Nous terminons donc la présentation des solutions par un nouveau Serious Game, ou jeu sérieux, développé par le groupe Vive. Il vise à découvrir les gestes à adopter en naviguant dans un salon rempli de polluants. La poussière, les produits d'entretien, l'aération, les animaux domestiques, les bougies, les plantes. On regarde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air intérieur est un problème majeur de santé environnementale, responsable de 4,3 millions de décès prématurés par an. Nous passons près de 60% de notre temps à notre domicile. Or, la qualité de l'air intérieur est bien souvent plus mauvaise qu'à l'extérieur, avec un niveau de pollution 5 à 10 fois plus élevé. Il existe pourtant de nombreux gestes simples à adopter au quotidien pour y remédier. Découvrez-les sans plus tarder dans le Serious Game Qualité de l'air, conçu avec l'aide d'une conseillère médicale en environnement intérieur. Touchez, déplacez, interagissez avec les différents objets de la pièce pour découvrir de façon ludique les gestes sains du quotidien. À vous de jouer!
Alors à partir de demain, vous trouverez donc cet outil et plein d'autres sur le site du groupe Vive. Je vois qu'il y a maintenant un certain nombre de questions qui sont arrivées, donc on va en profiter pour les partager avec vous, ou de manière individuelle ou de manière très partagée. Alors je commence effectivement une question avec Philippe. Comment la qualité de l'air intérieur est-elle polluée par l'air extérieur ? Oui, on est dans un environnement intérieur qui est fortement influencé par la qualité de l'air extérieur, bien évidemment. Alors, tout dépendra du contexte dans lequel on vit, si on vit à la campagne ou si on vit en ville. Alors, on peut s'imaginer que la pollution de l'air en ville sera forcément plus détestable qu'elle ne le sera à la campagne. C'est vrai pour certains aspects, pour des polluants type particules par exemple, ou ce qu'on appelle les oxydes d'azote par exemple. Mais quand on va avoir du côté de la campagne, on a aussi l'exposition à des pesticides environnementaux qui peuvent être tout à fait conséquents et qu'on ne trouvera pas véritablement dans les milieux urbains, mais qu'on va pouvoir trouver par contre chez les particuliers d'ailleurs. C'est la petite histoire, on en reparlera peut-être aussi des pollutions par les pesticides dans l'habitat. Donc la qualité de l'air intérieur est fortement influencée par l'environnement dans lequel on vit et on sait aussi très bien que certains types de polluants de l'air extérieur peuvent franchir plus ou moins efficacement pour rentrer, rentrer dans les bâtiments. On sait qu'il y a des gaz qui passent très très peu, par exemple l'ozone. L'ozone passe très très peu de l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, les particules, comme on évoquait, les oxydes d'azote par exemple, passent beaucoup plus efficacement. Donc l'environnement extérieur va jouer un rôle déterminant, mais il ne faut pas perdre de vue pour autant, encore une fois, que la qualité de l'air intérieur, comme on l'a dit, est largement plus mauvaise que la qualité de l'air extérieur. Donc la ventilation reste nécessaire, ventilation et aération. C'est indispensable, bien sûr. Ou, alors c'est une question, vous allez me dire qui la prend celle-là, où peut-on se renseigner sur les polluants dans les matériaux de construction ? Je peux intervenir. C'est pour moi. Pour les matériaux de construction, donc depuis 2013, il y a une obligation d'information sur les matériaux de construction, donc avec des pictogrammes, enfin pas des pictogrammes, mais un niveau de pollution qui va de A plus à C, donc où on peut évaluer le taux d'émission de composés organiques volatiles de produits de matériaux de construction. Donc ça aide les particuliers pour acheter ces matériaux de construction, comme le parquet ou même les peintures, etc. Je vois qu'il y a d'autres questions effectivement sur l'habitat, pardon. Oui, pardon. Pour compléter peut-être. Cette indication, ce pictogramme est intéressant, mais à ses limites aussi. Notamment par exemple parce qu'il ne prend les émissions polluantes du matériau, du produit de bricolage, qu'au 28e jour après l'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un produit estampillé A+, donc qui est censé être peu émissif en termes de pollution de l'air, qui peut être très émissif dans les premiers jours, voire les premières semaines d'utilisation. Oui. Ça veut dire qu'imaginons une peinture sans odeur, labellisée A+, dans une chambre pour bébé, on va forcer le trait. Les gens se disent, c'est bon, on utilise du A+, il n'y a pas de souci. Eh bien, malheureusement, si le bébé survient dans les quelques jours qui suivent l'usage de ces peintures, on peut être sur des niveaux d'exposition qui sont considérablement plus élevés que ne mesurait l'étiquetage A+. Donc, prendre du A+, c'est une bonne chose, mais ça ne dédouane pas de l'importance de bien ventiler, de respecter les conditions d'utilisation de ces produits. Il y a un autre aspect aussi qui est malheureusement pas pris en compte par ce pictogramme, c'est le fait qu'on ne mesure ici qu'une partie des composés organiques volatiles, on ne les mesure pas tous. Donc, et les industriels aujourd'hui font des efforts parce qu'ils savent très bien que c'est un étiquetage autodéclaratif. C'est-à-dire que l'industriel va apposer sur ses peintures le pictogramme correspondant aux émissions en regard de ce que la réglementation lui dit. Voilà, telle émission, il faut classer A+, A, etc. Or, les industriels sachant ça vont faire l'effort de retirer les polluants qui sont mesurés dans le cadre de cet étiquetage, mais peuvent malheureusement forcer des polluants qui ne sont pas pris en compte par la réglementation, pour lesquels, c'est vrai, on est sur des produits souvent moins dangereux, mais qui sont souvent aussi mal connus, comme l'exaldéhyde, par exemple. Il faut le savoir, en tout cas. La laine de verre en suspension est-elle toxique pour les poumons ? Oui. Qui prend ? C'est juste oui ? Oui, alors oui, effectivement, c'est... J'ai d'autres questions qui suivent. Ce sont des fibres qui sont effectivement toxiques pour les poumons. Alors, le niveau de toxicité a été revu considérablement par notamment l'Organisation mondiale de la santé. C'est des produits qui sont moins dangereux sans doute qu'ils ne l'étaient par le passé. Mais c'est quand même des composés. Mais on parle de fibres ici, de laine de verre, mais l'ensemble de ces composés isolants en suspension dans l'air, on n'est pas censé les respirer quand même dans l'habitat. Oui. Donc il faut faire attention, même sur des matériaux naturels
qui sont sans doute beaucoup moins dangereux, parce que beaucoup moins persistants aussi, puis qui peuvent être dégradés par des processus dans l'organisme. Mais les fibres de laine de verre ne doivent pas se retrouver en suspension dans l'air ou de façon très occasionnelle lorsqu'on met en œuvre ce genre de choses. Et la bonne ventilation, protection par des équipements de protection respiratoire. Mais il ne doit pas y avoir de laine de verre apparente dans une pièce dans laquelle on passe du temps. Bien ventiler les travaux, et bien se protéger. Et puis les travaux qu'on laisse dans un coin et qu'on n'a jamais terminé dans une chambre à coucher avec de la laine de verre qui est apparente, ça, c'est pas un bon calcul. Non. Il ne faut pas. Non. Que pensez-vous de l'impact des VMC doubles ou simples, flux, hygro sur la qualité de l'air intérieur? Simple flux ou double flux, de toute façon. Le problème reste le même. Alors, de toute façon, c'est important d'avoir un système de ventilation. Alors, bien sûr, quand on est sur des vieux bâtiments, on est sur de la ventilation naturelle. On n'a pas de VMC, on peut en mettre une, mais voilà, sur des anciens bâtiments, c'est pas toujours évident. Donc là, il va y avoir encore une fois, encore plus l'importance de l'aération. Et puis après, la ventilation va se faire naturellement par des petites fissures, des petites ouvertures sur le bord des fenêtres. Bon, voilà. Bon, simple ou double, de toute façon, ça nécessite un entretien régulier et c'est important d'être vigilant. Moi, je connais moins bien les systèmes double flux. Ce que j'ai bien remarqué, par contre, c'est que, Philippe, tu me corrigeras si besoin, mais je crois que c'est un système où on nous dit qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Ou en tout cas moins que sur des systèmes simple flux. Bon, voilà. Après, si c'est bien entretenu, si c'est bien posé, parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait très bien que quand on livre un bâtiment, par exemple, on part du principe que la ventilation marche. Dans 50% des cas, elle ne marche pas forcément ou elle n'est pas complètement fonctionnelle. Donc, c'est important de vérifier que ça marche et de bien l'entretenir. Et en parlant de bien l'entretenir, c'est à quelle fréquence? Alors, après, c'est pas la peine de vraiment se focaliser sur l'entretien des grilles, le nettoyage, le dépoussiérage des grilles d'aération aux fenêtres. C'est pas la peine de se précipiter dessus tous les jours. Ceci dit, ça dépend où on habite. Forcément, si on habite dans un environnement où il y a un fort trafic routier à proximité de nous, ou bref. Donc, je dirais, une fois par mois, on jette un œil, on regarde si c'est pas trop noir, si c'est pas trop empoussiéré. Après, en saison pollinique, il y a les moisissures, les pollens, etc. Ouais, ça demande une attention entre le mois et le trimestre. Voilà, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, il ne faut pas en faire une contrainte absolue, mais régulièrement, il faut quand même aller voir si les grilles d'entrée d'air sont propres, si les bouches d'extraction d'air dans les pièces humides sont propres. Ça se nettoie avec un petit chiffon, un peu d'eau, un peu de vinaigre, un petit peu de savon si vous voulez. Voilà, ça se dépoussière. Et pour les gens qui sont locataires, si ça ne marche pas, eh bien, c'est à la responsabilité du propriétaire, du bailleur. Ainsi, le bailleur est responsable, doit fournir un système de ventilation fonctionnel et complet. Voilà. C'est clair. Pour compléter peut-être sur les VMC double flux, oui, en fait, un système de VMC double flux qui fonctionne bien, qui est effectivement, comme le disait Isabelle, correctement installé, correctement entretenu, je dirais aussi correctement conçu. Ça dépend où est-ce qu'on va mettre les bouches d'insufflation et d'aspiration, parce que dans une VMC double flux, il n'y a plus seulement le système d'extraction de l'air vicié, comme l'évoquait Isabelle tout à l'heure, il y a aussi le système d'insufflation, c'est-à-dire qu'on remplace les entrées d'air au-dessus des fenêtres, il n'y en a plus, on les remplace par des bouches qui vont insuffler de l'air neuf. Et le principe, c'est que cet air neuf qui va être insufflé dans l'habitation va être mis à des températures correctes par un échange thermique avec l'air qui sort. Donc on a un air chaud qui sort en hiver, par exemple, qui va réchauffer l'air froid qui rentre. Donc ça permet de faire des économies tout à fait considérables d'énergie. Et c'est un point très important. D'ailleurs, dans les bâtiments performants sur un plan thermique, on est obligé de recourir à des VMC double flux pour garantir à la fois un bon niveau de ventilation, mais en même temps un niveau d'économie d'énergie significatif. D'accord. Une VMC double flux, là carrément il y a des filtres à changer. À l'admission de ce qu'on appelle la VMC double flux, il y a des filtres, des flux d'air entrant et sortant qu'il faut traiter avec des filtres. Et là les préconisations des fabricants indiquent clairement la fréquence de changement de ces filtres. En règle générale c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois, très souvent. Et alors une question pour Sophia, même si effectivement Philippe en a un peu parlé tout à l'heure. Les peintures modernes ne dégagent aucune odeur, cela signifie-t-il qu'elles ne contiennent aucun composé volatile dangereux pour la santé? Vu que la question s'est représentée plusieurs fois. Sophia, voilà. Non, je dirais pas forcément. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur qu'il n'y a pas d'émission de composés organiques volatiles. Il faut faire attention, je pense, à toutes ces peintures
qu'on vend voilà, en disant il n'y a pas d'odeur, mais je pense qu'il faut faire attention. Et si je peux compléter, si je peux me permettre, on parlait de l'étiquetage environnemental sur tous les produits de rénovation, bricolage, décoration, donc ce fameux étiquetage qui montre le taux d'émission de COV du produit dans l'air une fois qu'on l'a utilisé, donc ça va de A plus à C. Et moi, ce que je dis souvent quand on fait des animations de prévention santé au public, c'est que c'est pas parce que c'est du A+, que ça n'émet pas. Ne vous faites pas avoir. Ça ne voilà, ça rejoint ce qu'on disait. A+, c'est bien, c'est toujours ça en moins dans l'air qu'on respire, mais ça émet quand même. Et surtout quand il n'y a pas d'odeur, attention. Tout produit neuf, peinture, parquet, moquette, inévitablement émet. Émet vraiment dans les premiers jours, les premières semaines. Donc vraiment, là, c'est aération renforcée à fond, à fond, à fond. Et c'est important, même si ça ne sent pas et même si c'est dû à plus. On entend bien. Philippe ? Oui, pour compléter aussi, il faut comprendre que quand on parle des COV, des composés organiques volatiles, c'est une très grande famille. Il y a des centaines de composés. Et dans cette famille, il y a les plus ou moins méchants. Il y a des gentils, des très gentils, qui sentent plus ou moins bon, d'autres qui sentent pas bon du tout. Et puis il y a ceux qui sont très méchants, qui peuvent sentir, qui peuvent ne pas sentir. En fait, notre nez n'est pas un bon indicateur forcément. Alors, quand on rentre dans une pièce et qu'on dit ça sent le neuf, on peut dire ça sent les composés organiques volatiles et ça fait tout de suite beaucoup mieux. C'est-à-dire pour les spécialistes, on dirait ça cove. C'est pas attirant. Ça cove, voilà. C'est pas attirant. Mais en même temps, les composés organiques volatiles peuvent être parfaitement naturels et parfaitement sans danger. Si votre voisin, votre voisine a oublié son déodorant, il cove. Voilà. Si vous allez en forêt, ça cove. Si vous sortez des toilettes, ça cove. Voilà. Donc les composés organiques volatiles ne sont pas forcément des produits issus de la synthèse chimique. Beaucoup sont naturels, alors certains sont odorants, d'autres ne le sont pas, d'autres sont dangereux, d'autres ne le sont pas. Donc c'est vraiment très très protéiforme ce genre de choses. C'est clair. Et si je vous parle de la peinture, des peintures à la chaux ou de peinture à l'eau, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est mieux. Déjà, les phases solvantées. C'est bien de le savoir. Voilà, quand on utilise beaucoup moins aujourd'hui des peintures à l'huile, mais la peinture à l'huile, on a des phases solvantées sur des produits hydrocarbonés, sur des hydrocarbures. Et là, on est sur une chimie qui est généralement beaucoup plus agressive. Donc les peintures à l'eau sont préférables, mais pas pour autant sans risque. On trouve notamment des éthers de glycol particulièrement dangereux dans certaines de ces peintures à l'eau, même si, attention, les formulations ont fait des progrès considérables quand même au cours des dernières années. Et puis la peinture à la chaude, il y a des peintures naturelles aussi à la caséine qui existent, qui sont souvent un peu plus compliquées à mettre en œuvre, mais qui sont très intéressantes en termes de qualité de l'air derrière. Par contre, il faut faire attention à la chaux en termes de ne pas s'en mettre dans les yeux, par exemple. Enfin, il y a quand même des pratiques d'usage d'installation auxquelles il faut être attentif. Mais c'est des produits très très intéressants, ces peintures naturelles. Alors une question encore une fois sur l'aération. Est-ce qu'il faut aérer même lorsque l'air extérieur est pollué ou humide ? Du coup, là, on revient sur la question de l'air extérieur, intérieur. On aère tous les jours. Alors évidemment, si vous habitez devant un périphérique, en fait, il faut s'adapter. Si on sait qu'il y a un gros trafic routier à proximité de la maison, on aère tôt le matin et tard le soir. On attend que le trafic se soit un petit peu calmé. Mais de toute façon, c'est impératif d'aérer la maison, le logement, tous les jours, au moins 2 fois par jour. Et si on est proche du périphérique, d'un lieu je caricature un peu. Non, mais justement, quel type d'outils il faut pour pouvoir mesurer et vérifier si on a cette inquiétude ? Il y a des outils, il y a des appareils professionnels qui permettent de mesurer effectivement des gaz, des composants chimiques. Mais moi, j'encourage pas trop les particuliers à venir à faire des analyses. Moi, je trouve que c'est anxiogène. Voilà, on habite où on habite. Voilà, si on peut pas déménager, eh bien, on s'adapte du mieux qu'on peut. Il y a plein de choses à faire pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de la maison. On a déjà vu. La question était sur l'humidité aussi. Ouais. Là, voilà, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, bien chauffé, bien aéré, bien ventilé. Et puis, si vraiment il y a des problèmes, alors là, on passe sur d'autres soucis qu'on peut avoir. S'il y a ce qu'on appelle des remontées telluriques, des remontées capillaires dans les murs, parce qu'il y a une source d'eau au-dessous ou quelque chose dans le sous-sol, dans le sol, qui fait que les murs sont humides et froids, là, c'est important d'appeler un professionnel, parce que là, c'est un véritable problème issu du bâtiment, ou bien des fissures dans le bâtiment, ou bien une fuite du toit qui amène de l'humidité, par exemple. Voilà, là, c'est bien de se faire aider et accompagner par des professionnels du bâtiment. C'est clair. Alors, vu qu'on a on a beaucoup parlé d'humidité, un air trop sec est-il aussi nocif ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, Philippe pourra peut-être compléter. C'est moins problématique d'avoir un air sec dans la maison qu'un air humide. C'est irritant, c'est inconfortable.
Nous, on recommande, quand je fais des visites à domicile en qualité de CMEI, un air trop sec. On donne des petites astuces aux patients pour réhumidifier l'air. Alors, ça peut être une serviette mouillée, un bol d'eau, dont on fera bien attention de ne pas laisser l'eau stagnante plusieurs jours. Une eau qu'on change bien, parce que si on se met un bol d'eau pour humidifier l'air et qu'on développe des champignons, des moisissures, c'est pas une bonne solution. Du coup, on va ramener un autre polluant dans la maison. Donc voilà, donc quand c'est trop sec, c'est bien d'humidifier un petit peu, mais pour moi, c'est moins problématique qu'un air humide. C'est plus facile à remédier. Voilà. Oui, je rajouterais peut-être sur un air trop sec, c'est un petit peu ce que j'évoquais au début de la présentation, en fait, ce webinaire, c'est que ça va créer un phénomène on va avoir besoin d'humidifier un peu plus l'air entrant qui est très sec. Du coup, le mucus risque de devenir moins capable d'être évacué par les mécanismes naturels. Du coup, sur ce mucus se fixent notamment des bactéries, des virus, des moisissures qu'on respire. Donc, on a plus des risques d'infection respiratoire occasionnés par un air trop sec. C'est irritant, effectivement, mais ça crée aussi un phénomène de stase, enfin de blocage un peu plus durable de particules, notamment bactériennes, virales, par exemple, sur les muqueuses respiratoires. Donc, c'est plus propice au développement des pathologies respiratoires. Et alors, donc, par rapport à cette question, justement, de juger, savoir ce qu'il en est dans son propre appartement, est-ce qu'on peut le faire quand même soi-même ou est-ce qu'il est déconseillé de le faire? Il vaut mieux passer par des professionnels. Et si oui, lesquels? Sur des mesures simples comme l'hygrométrie, vérifier régulièrement son taux d'humidité à la maison, moi, à la limite, ça je recommande. On recommande plutôt un petit hygromètre qui ne coûte pas très cher. Ça permet de piloter un peu son taux d'humidité dans la maison, c'est très bien. Après, on peut aussi, si on veut, mesurer son CO2, le dioxyde de carbone, qui est un indice de confinement et qui n'est pas un polluant en soi, mais qui indique quand c'est important d'ouvrir la fenêtre. Ça, il y a des appareils qui existent aussi, mais on commence déjà à aller sur des appareils un peu plus chers, un peu plus professionnels. Après, voilà, moi, ce que je dis n'engage que moi. Moi, j'encourage pas à faire trop d'analyses dans la maison. Moi, encore une fois, je trouve que c'est assez anxiogène. Sauf si on a vraiment un problème particulier. Si on a le voisin qui vous asphyxie sans arrêt de gaz très irritants, qui vous gêne vraiment parce que, je dis n'importe quoi, il fait de la carrosserie, ou enfin voilà, vraiment un contexte bien particulier où on se rend compte parfaitement qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un environnement chimique qu'on est en train de subir parce qu'il y a des nuisances à cause d'un garage, d'un voisin, je ne sais pas. Là, vraiment, mais à ce moment-là, on fait intervenir la mairie, enfin voilà, déjà on essaie d'aller voir la personne pour en discuter avant d'aller se mettre dans un conflit, et puis on essaie de se faire aider par les institutions qui sont là pour nous aider. Donc le service d'hygiène de l'habitat de la mairie, enfin on essaie de se mobiliser pour essayer de trouver des solutions. Si on a envie d'anticiper et sur les achats, parce que je reprends les questions qui arrivent, parce que du coup peut-être qu'on peut régler ça un peu plus tôt que quand c'est dans la maison. Comment connaître la composition des tissus qu'on va choisir, rideaux, tapis, canapés? C'est une question qui semble revenir. Est-ce qu'il y a un outil? Est-ce que, encore une fois, on retombe sur une déclaration qui va être faite pas à ma connaissance. Par chaque fabricant? Non, à part le peu d'informations qu'on a sur les étiquettes des produits. Ça rejoint un peu la problématique des vêtements. On a très très peu d'informations finalement. Parce qu'on sait que c'est du coton, on sait que c'est du polyester, du viscose, ce que vous voulez. Sauf que tout le revêtement, tous les tissus qui ont été traités par des substances chimiques, je pense par exemple à des retardateurs de flammes bromées, ça vous n'avez pas l'information. Les phtalates qui sont issus de la pétrochimie, qui sont soupçonnés de perturber le système hormonal, on en retrouve dans des plastifiants. Par exemple, alors j'espère que je ne vais pas faire peur à tout le monde avec ça, mais les faux linos. Le vrai linoléum, c'est de la toile de jute, c'est plutôt naturel, c'est plutôt bien. Les faux linos en plastique, c'est du PVC. Le polychlorure de vinyle, il contient des phtalates, qui sont donc des substances chimiques soupçonnées de perturber le système hormonal. Donc du faux lino au sol qui est bourré de plastique et potentiellement de phtalates qui vont se mettre dans les poussières qu'on va inhaler et qui sont en lien avec les cas d'asthme, etc. Vous voyez, on revient toujours sur notre problématique de qualité de l'air intérieur. Les matériaux émettent des choses. Donc on sait très bien que tous les plastifiants, c'est pas forcément super. Alors après, ça finit encore une fois aussi par dégager au fil du temps. Mais en fait, on a très peu d'informations sur... après, peut-être que Philippe peut compléter, mais on a très peu d'informations sur ces matériaux, ces produits textiles. Je vois qu'il y a une question sur
les produits d'entretien, est-ce qu'on y revient, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a moyen, parce que donc j'ai bien compris que les fabricants effectivement vont faire attention effectivement ils vont respecter les règles, mais voilà, ils vont mettre en avant ce qu'ils veulent mettre en avant. Est-ce qu'il y a effectivement des codes ou des informations qu'on peut partager pour que les gens se disent, je prends un produit et derrière ce produit, je vais vérifier effectivement cet élément-là qui sera un bon indicateur pour la qualité de l'air chez moi. Oui, juste avant de répondre à cette question, je pensais à propos de l'humidité, parce que c'est quand même assez symptomatique de la prise en compte un peu tardive de cette qualité de l'air qu'on respire. Vous trouvez un hygromètre qu'évoquait Isabelle, et je trouve que c'est effectivement un indicateur très intéressant. Regardez, le niveau de ventilation chez vous est-elle suffisant? Vous couchez le soir, vous regardez le niveau de l'hygromètre, le lendemain matin, vous regardez si vous avez une augmentation significative du taux d'hygrométrie de votre chambre, c'est qu'il y a un problème de ventilation de la chambre. Quand on dit ça sent la nuit, ça sent le fennec, éventuellement, ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il y a un défaut de ventilation, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que pour trouver ces appareils qui permettent de mesurer l'hygrométrie, il faut trouver ça beaucoup chez les cavistes, chez les gens qui vous vendent du vin. Parce qu'on fait beaucoup plus attention à l'hygrométrie d'une cave que l'hygrométrie de la pièce dans laquelle on passe ses nuits, un tiers de son temps. Non, mais c'est symptomatique. Pendant des années, je me souviens de spécialistes, notamment le docteur Déhou, qui dénonçait le fait qu'on contrôlait plus la qualité de l'air dans les musées qui accueillaient des toiles de maîtres, etc., que ce qu'on faisait pour des établissements qui accueillaient de très jeunes enfants. Alors, il faut faire l'un et l'autre, bien évidemment. Et pour revenir à la question à propos des produits ménagers, il y a eu un moyen assez simple pour le consommateur lambda, je dirais, de repérer des produits ménagers qui sont plus sains. Si on veut rester dans des produits un petit peu standards, sans aller, parce qu'on peut aller tout de suite vers le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, enfin, les produits de nettoyage qui sont très intéressants à utiliser de ce genre, beaucoup plus économiques et écologiques aussi d'ailleurs. Mais si on veut rester sur des produits plus standards, un repère assez facile, ce sont les labels. Alors, il y a des labels relativement peu contraignants, comme l'éco-label européen, une petite fleur avec, qui est déjà une première marche intéressante. Mais il y a un label qui est, je trouve, beaucoup plus pertinent encore pour les produits ménagers, c'est le label Écossaire, par exemple. Qui est un label qui va vraiment être beaucoup plus... Juste pour préciser par rapport à ces labels, on a le label ou on ne l'a pas, ou est-ce qu'on a le label, mais dans le label, après, on a un chiffre, on a une lettre qui va être identifiée pour montrer un peu le... Non. C'est on l'a ou on ne l'a pas. On l'a ou on ne l'a pas, effectivement. Alors après, sur les produits ménagers, il y a toute une obligation d'étiquetage, c'est-à-dire que quand on achète un produit ménager, on ne connaît pas forcément la composition, et la composition, c'est très similaire, on ne comprend pas trop forcément, on a de 0 à 5%, de 5 à 15%. Il faut aller sur le site du fabricant, le site internet du fabricant, qui va détailler, c'est une obligation réglementaire, qui va détailler la composition du produit ménager que vous avez dans les mains. Mais attention, parce qu'il va déclarer ce qu'il a mis dans le produit, mais si dans un produit ménager, vous allez trouver sur Internet, par rapport au produit que vous venez d'acheter, qu'il y avait 10 agents, 10 substances chimiques, ce que ne vous mentionnera pas cette information, c'est tous les produits qui ont pu se recombiner de ce cocktail. Oui, parce qu'on a énormément de cocktails. La pollution de l'air, c'est un cocktail extrêmement impressionnant. Ce sont des centaines de composés, donc on a des interactions qui vont générer de nouveaux produits, comme par exemple le formaldéhyde, qui n'apparaîtra pas sur l'étiquette, qui n'apparaîtra pas sur plutôt la dénomination dans le produit, mais qui pourrait malheureusement être présent. Oui, c'est assez simple. Pas simple. C'est pour ça que le plus simple, c'est des produits justement les plus simples. Le moins il y a de composés, le moins il y a de cocktails, le moins il y a de modifications chimiques, le mieux c'est, tout simplement. Tout à fait. Alors Sophia, il y a une question précise de Caroline, qui fait référence à l'étude ISAC, menée par la MGEN début 2020. Quels moyens la France met-elle en œuvre pour éradiquer les allergies respiratoires chez les enfants? Et c'est notre dernière ou avant-dernière question. Je ne connais pas spécifiquement l'étude d'ISAC. Désolé, alors c'est parce que c'est ciblé. Menée par la MGEN, je connais l'étude ISAC, mais une étude européenne sur la santé respiratoire des... Par rapport aux moyens mis en place. Les moyens mis en place, on peut peut-être citer l'obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les EPR, donc les établissements, non, les ERP plutôt, qui reçoivent du public. Et donc, je crois que depuis 2019, c'est une obligation pour les crèches et les écoles. En 2020, c'est passé au collège et tout ça, donc une obligation de surveillance. Mais voilà, il faut... Aujourd'hui, c'est plus une déclaration, donc il y a des choses à faire encore pour faire évoluer les choses. Voilà.
Alors, question récurrente. Donc, on va dire que c'est la dernière question. Donc, une question pour vous trois. Que pensez-vous de l'effet sur la capacité respiratoire des masques obligatoires depuis 2 ans, qui font quand même partie de notre vie et que tout le monde utilise? Il n'y a pas d'études scientifiques sur ce point, donc c'est difficile de se positionner. Ouais, c'est difficile de répondre à cette question pour ma part aussi. Il faut forcer effectivement l'air à passer au travers du masque, donc ça nécessite un mécanisme de dépression respiratoire plus important, un effort respiratoire plus important. Est-ce qu'on inhale des particules? On peut inhaler sans doute des particules effectivement de ces plastiques dont les conséquences au long cours sont mal évaluées en fait. En fait, on est sur des sujets qui sont pour lesquels on a un manque de recul parce qu'on n'a jamais eu, pratiquement dans la population, on n'a jamais eu une telle quantité de personnes sur un plan mondial qui utilisent des masques. Donc c'était autrefois principalement les soignants et on n'allait pas chercher ces informations pour les soignants. Du coup, on est vraiment face à quelque chose qui est une forme de nouveauté. Alors, je pense que si quelque chose de vraiment particulièrement préoccupant aurait dû apparaître, je pense qu'on les aurait déjà vus. Maintenant, c'est difficile. Donc pour l'instant, a priori, effectivement... Il faut toujours être dans la balance bénéfice-risque. Voilà, c'est clair. C'est trop court pour savoir et a priori, pour l'instant... Mais ne pas porter ces masques aussi dans des environnements qui le nécessitent, c'est aussi s'exposer à un virus respiratoire avec ses conséquences sanitaires. Donc l'un dans l'autre, portons le masque, mais ça ne doit pas nous dédouaner d'aller voir plus loin sur la composition de ces masques et sur leur impact éventuellement au long cours. Voilà, merci pour cette réponse sur ce point. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc Philippe, Sophia, Isabelle, merci à vous d'avoir participé au webinaire Santé et Environnement, un zoom sur la qualité de l'air intérieur. Pour ceux qui nous ont suivis, merci à vous de nous avoir accompagnés. Retrouvez les replays de ce webinaire ainsi que les outils présentés et bien d'autres encore sur le site du groupe Vive. Et prenez soin de vous et de vos proches.